Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Katharina Brockstedt, coordinatrice du Centre de ressources environ Bad Grand Est Énergie.pro à Strasbourg. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre ligne de conférence sur la stratégie du patrimoine avec la stratégie d'efficacité énergétique pour le patrimoine du Conseil département de Meurthe et Moselle. Merci d'être avec nous. Alors, pour ceux qui ont déjà suivi les autres, c'est le même slide chaque fois, mais pour les autres, je vais le dire quand même encore une fois. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont des grands patrimoines à gérer, vous êtes soumis à beaucoup, beaucoup de contraintes et beaucoup de nouvelles d'évolutions réglementaires, décrets tertiaires. Bon, c'est pas nouveau maintenant pour vous, mais décret BACS, décret qualité de l'air intérieur, pour la RE 2020, pour la construction neuve, la rénovation. Il y a un décret pour la biodiversité. Vous avez tous à gérer des problèmes de coûts, consommation énergétique, coût d'usage, coût global, des réflexions là-dessus. Vous avez des questions de maintenance, durabilité, de confort, usage. Il y a des risques climatiques qui viennent de plus en plus violents. Dont, bon, je pense que vous êtes tous au courant des problèmes de confort d'été, mais il y a l'inondation, des fortes vents dans des régions où il n'y avait pas nécessairement du vent. Je prends la vallée du Rhin, on ne connaissait pas de vent ici, ben, aujourd'hui on le connaît et il faut fixer les tuiles. Les énergies renouvelables, les matériaux biosourcés, la désimperméabilisation des sols, la biodiversité. Quand on fait une rénovation, ou la construction encore plus, est-ce qu'on cause un problème de biodiversité? La végétalisation comme un vecteur fort de confort d'été, la qualité et de l'économie de l'eau. Et comment faites-vous cette stratégie avec votre équipe? Comment est la montée en compétences, la formation, l'accompagnement? Et comment dans tout ça, le point qui ici en dernier, mais qui vient souvent en premier, le financement, les aides, la taxonomie. Alors, quelle stratégie faire? OK. Je vous ai dit, ça s'inscrit aujourd'hui dans la série des conférences stratégie patrimoine. Nous avons déjà parlé de l'Université de Strasbourg, de la région Grand Est qui a fait un point fort sur les lycées. Le 18 avril, la CEA va parler et le 20 juin, en fait, on co-organise une journée avec le CEREMA et la DREAL, désolé, entière sur cette thématique à Strasbourg. Et l'EMS va parler à la fin de l'année. Dans ce cadre-là, on organise des visites, dont une le 15 mai du chantier collège de Heurt et une du 22 mai à Bischheim. Et sinon, il y a le lycée Chopin à Nancy et la rénovation thermique du lycée Marie Curie à Strasbourg qui sera visitée. Alors, nous avons une autre conférence qui, fort probablement, peut vous intéresser. C'est les fondamentaux du bâtiment. Pardon, c'est pas du bâtiment durable. Aïe, aïe, aïe. Réhabilitation durable. On a commencé avec humidité dans les parois, suivi par pathologie des bâtiments en santé utilisateur, c'est champignons, moisissures, mérules, c'est la suite d'une mauvaise gestion d'humidité. Il y a les ponts thermiques, il y avait l'étanchéité à l'air. Le 4 juin, on parlera des risques climatiques en rénovation avec l'AQC, la MRN, la FBCNT et la région Grand Est. Et pendant cette année et l'année prochaine, ça serait l'ACV et la question de l'architecture lors des rénovations, surtout tout ce qui est patrimoine 60-70. Et le confort d'été en rénovation. Sinon, nous sommes partenaires du Forum Bois à Nancy le 3 ou 4 avril à Épinal et Nancy. Le 16 avril, nous organisons un colloque franco-allemand sur les matériaux biosourcés et on fait un point fort sur Chambre Miscanthus Pailleroso. Et il y a aussi toute une stratégie territoriale là derrière. Il y a une partie de l'après-midi qui sera vraiment dédiée à la stratégie à travers ces plantes-là. Le 14 mai, il y a un webinaire sur la réqualification paysagère et végétalisation du cimetière communal à Mondres-sur-Ver. Le 21 mai, on continue notre ligne de conférence sur la RE 2020
sur réduire l'impact carbone de la structure. Il y a une partie béton, il y a une partie bois. Le 13 juin, il y a une journée qui est organisée biosourcés, géosourcés à Reims, pardon. Et on va parler de ZAN et besoins en logement en octobre, dans le cadre des journées d'architecture. Et on va continuer nos conférences sur l'île aux chaleurs. Alors, si vous loupez des conférences, ce n'est pas grave. Ils sont sur notre chaîne YouTube Envirobat Grand Est ou en forme de podcast quand vous allez sur le chantier, sur SoundCloud. Et sinon, vous avez toutes les infos sur Envirobat Grand Est. Pour recevoir nos informations, vous pouvez vous inscrire à nos listes de diffusion. Et maintenant, on vient à notre conférence. Bienvenue à Laurent Garret, qui est le directeur de l'immobilier du conseil département de Meurthe-et-Moselle, et ses collègues Olivier Simonin, responsable de service grand projet, et Loïc Marchetto, responsable du service énergie, exploitation, éco-construction. Alors, pour vous, cher public, merci de poser vos questions à travers le chat. Et on va, en fait, qui ne parle pas entre les trois va déjà commencer à les répondre, et sinon, je vais les poser à vive voix. Bonne conférence. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. J'espère que vous avez le document. Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Laurent Garret. Je suis le directeur de l'immobilier au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Comme l'a dit Madame Bruchfeld, je serai accompagné par Olivier Simonin, chef de service au niveau grand projet au conseil départemental, et Loïc Marchetto, chargé de l'énergie et de l'éco-construction, toujours au département. Donc, on va vous faire un point d'information sur en fait notre stratégie patrimoniale, ce qu'on a développé depuis pratiquement une dizaine d'années au conseil départemental, et notamment des évolutions qui sont intervenues depuis quelques années concernant le volet immobilier et le volet énergétique. Donc, tout simplement, faire un petit rappel sur la genèse de la démarche. En fait, notre politique environnementale et notre politique immobilière et patrimoniale s'articulent autour de plusieurs PPI, donc notamment une sur la politique des collèges nouvelle génération. Olivier reviendra plus précisément sur cette PPI, donc c'est plutôt pour les collèges, mais également on applique la même démarche au niveau des centres d'exploitation des équipes qui sont sur la voirie, du secteur solidarité, et puis également tous les bâtiments administratifs que l'on gère au niveau du département. Donc, ces PPI sont encadrés notamment par une note de stratégie énergétique qui a été validée par les élus en juin 2023, avec une commande forte de la part de nos élus, c'est de réduire de 20% nos consommations énergétiques par rapport aux consommations de 2021. Je pense que tout le monde a eu ces mêmes problématiques l'année dernière suite à l'augmentation des coûts énergétiques, et donc de ce fait on a eu une commande forte de la part de nos élus. Et puis également, comme je le disais, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a engagé une politique de rénovation et de réhabilitation et de reconstruction de ces collèges. Nous avons 60 collèges sur le département, et donc il y a eu une politique forte d'investissement qui a été menée depuis 2012. Et Loïc Marchetto vous fera un retour déjà sur la vingtaine de constructions, et vous pourra vous donner les résultats de l'efficience énergétique que nous avons réalisée. Donc, je vous ai remis un petit peu parce que je trouvais que c'était intéressant que vous ayez quelques infos sur l'image qui nous a permis de vous présenter cette conférence. Et notamment, donc ça c'est un collège, le collège de Blainville, que nous avons réhabilité en 2015. Et donc, pour vous montrer déjà les premiers retours d'expérience, on voit que
par l'intermédiaire des travaux qui ont été faits, qui sont pour un montant de 4,5 millions, on arrive à diminuer de plus de 50% nos consommations en chauffage. Mais par contre, et c'est ce qu'on a constaté sur tous nos bâtiments, on a une évolution de la consommation d'électricité d'environ 10%, 10-11%, qui sont induits par les machines et par toutes les nouvelles techniques que nous intégrons dans nos opérations de réhabilitation. Loïc aura l'occasion de mieux vous expliquer et de vous donner un peu nos ressentis sur les différents types de choix techniques que nous avons faits avec les avantages et les inconvénients. On va essayer tout au long de cette conférence de pas forcément donner des grandes considérations, mais d'essayer de vous donner, nous, en tous les cas pour nous, ce qui marche ou ce qui ne marche pas, des choses sur lesquelles on souhaite approfondir, des choses sur lesquelles on va faire demi-tour parce que, manifestement, ça ne répond pas à nos attentes. Alors, excusez-nous par avance, on n'a pas forcément exploré toutes les solutions techniques, mais voilà, on va essayer de vous faire un retour d'expérience de nous, comment on voit les choses et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, vous dire également que toute notre stratégie patrimoniale, elle est basée autour de documents cadres. On a ces chances que nos élus ont souhaité véritablement nous donner des objectifs chiffrés. Et c'est pour ça qu'on a eu donc plusieurs éléments dossiers cadres, notamment une note de stratégie énergétique qui nous oblige qui nous demande de faire donc 20% d'économie sur nos consommations énergétiques par rapport à 2021. Donc ça a été voté en 2023 et ça nous précise également d'une façon assez pragmatique toutes les actions que nous devons entreprendre et je pense que Loïc vous en dira quelques mots par la suite. On vient de signer, là, on vient de valider en janvier 2024 également une note sur la stratégie immobilière puisqu'on s'est rapidement rendu compte que même si l'on livre une vingtaine de bâtiments en 10 ans, on a un parc d'environ 300 sites, pratiquement 1000 bâtiments sur la collectivité, et on voit bien que ce n'est pas forcément les 20 bâtiments sur lesquels on va intervenir qui vont nous permettre d'atteindre… Ouais, ça marche. Donc, à partir de là… excusez-moi, il y a… Il y a quelqu'un qui a son micro allumé, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez le couper? Arreba, réhabilitation. Merci. Merci. Effectivement, on s'est rapidement rendu compte qu'on allait forcément, à un moment ou à un autre, être obligé de jouer et d'intervenir sur notre périmètre, sur le nombre de nos bâtiments. Et donc, par l'intermédiaire de cette note de stratégie immobilière, les élus ont validé un objectif de diminuer de 10%, donc de supprimer, d'abandonner 60 000 m². On a 600 000 m² au total sur la collectivité, donc de diminuer de 60 000 m² notre périmètre immobilier. Et puis en complément, toutes nos stratégies immobilières et patrimoniales font référence à des référentiels internes que Olivier Simonin et ses équipes établissent tout au long de la construction et la réhabilitation de nos bâtiments. En fait, on est parti du principe qu'on n'allait pas réinventer à chaque fois le monde sur les attendus de nos opérations de construction. Donc, chaque opération alimente et influe sur un référentiel, ce qui nous permet de pouvoir avoir des documents qui nous permettent de pouvoir répondre notamment aux demandes des utilisateurs. Et puis également, je dois le dire, moi je viens d'arriver sur mon poste depuis une année et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un projet de service et de nouveaux arrivants, de nouvelles personnes, de moyens RH qui ont été proposés par la personne que j'ai remplacée, Christine Vétier, qui a permis de pouvoir doter la direction de l'immobilier du conseil départemental d'environ une cinquantaine de personnes pour mettre à bien d'atteindre les objectifs. À la suite, j'ai essayé de vous préparer un petit logigramme. Alors, je m'excuse, hein, c'est peut-être un petit peu confus, mais par contre, ça résume bien que avec l'objectif que l'on a d'atteindre une réduction de 20% de nos consommations énergétiques,
que pour atteindre cet objectif, on est obligé de mobiliser l'ensemble des services de la direction. On a 6 services au niveau de la direction. Vous n'en avez que 5 qui sont représentés. Le 6e, c'est le service administratif et financier qui coordonne notamment tous les passations de marchés publics. Donc, sur ces 5 services, chacun des services est mobilisé pour atteindre cet objectif à des degrés différents. Bien sûr, les deux principaux pourvoyeurs des économies d'énergie, c'est le service énergie en lui-même par l'intermédiaire du pilotage et du suivi des consommations énergétiques. Donc, on estime en gros en 10-12% dans les 10 ans qui viennent les économies qu'on va faire, sachant qu'on avait déjà un bon niveau de pilotage sur nos installations. On a gagné sur la consommation énergétique l'année dernière parce qu'on a abaissé les températures de consigne dans nos bâtiments. Et donc, ça nous permet, rien qu'à 1 degré, vous savez bien, on gagne 8% d'économie. Ensuite, il y a bien sûr tout le volet grand projet, donc le volet grand projet, donc la réhabilitation, la rénovation du clos et du couvert, la gestion sur la qualité de l'air, sur le traitement de l'air. Donc, nous permet grosso modo de gagner 10%, 8-10%, c'est ce qu'on estime sur nos consommations énergétiques qui sont grosso modo de 41 gigawatts annuellement. On mobilise également le service maintenance qui, au quotidien, par des petites interventions, permet également d'avoir des économies d'énergie. Et puis, 2 autres services qui sont importants. La gestion immobilière, comme on vous l'a dit, on souhaite diminuer notre périmètre de bâtiment. Donc là, de fait, on fera forcément des économies sur les consommations énergétiques. Et puis, également, on a la chance d'avoir une cellule transversale qui est symbolisée par le mot exploitation. Et cette cellule transversale interroge l'ensemble de nos façons de travailler sur l'ensemble des services de la direction. Et notamment, le gros chantier actuel, c'est qu'on redéploie un nouveau service, système d'information bâtimentaire, qui devrait nous permettre d'être plus performants sur le pilotage des différents indicateurs de l'exploitation de nos bâtiments. Bien sûr, tout ça se fait aussi en adéquation avec les utilisateurs des bâtiments, puisque nous, sur la Meurthe-et-Moselle, on est quand même sur un site central avec 6 territoires. Donc, il y a beaucoup de décentralisation qui est faite au niveau de la gestion des bâtiments et notamment au niveau des collèges. Ensuite, j'ai essayé de vous faire un petit peu des focus par service parce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites et qui fonctionnent correctement ou qui ne fonctionnent pas trop ou qui sont même en grande difficulté. Donc, j'ai essayé donc et je vous propose de regarder service par service ce qui fonctionne bien et ensuite on abordera le volet, amélioration et proposition d'amélioration qu'on va essayer de mettre en œuvre au niveau de notre direction. Donc, sur le volet énergétique, donc, qui est piloté par Loïc Marchetto, la principale difficulté qu'on a rencontrée sur ces 2 dernières années, ça a été de faire comprendre de la part des utilisateurs des bâtiments comme quoi il fallait réduire la température de nos bâtiments. Et il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie. Et donc, on a mis en œuvre des moyens de communication, alors que ce soit par un point régulier sur le plan de sobriété énergétique dans les différentes instances de la direction, mais également, on va distribuer un document qui est une vingtaine de pages, un petit document technique qui explique la politique environnementale issue du plan de stratégie énergétique, de la stratégie énergétique. Donc ça permet par une meilleure communication de pouvoir sensibiliser les gens sur nos différents objectifs. Également par rapport à ça, Loïc a quand même un gros travail de pédagogie par rapport aux services de la maintenance et également au niveau des services grands projets pour proposer et valider les choix techniques qui sont faits. Alors, soit des choix techniques existants, des améliorations techniques existantes, mais également d'être force de proposition sur des nouveaux choix techniques, parce qu'on s'est rendu compte que par rapport à l'analyse de toutes les constructions que nous avons faites, on consomme beaucoup plus d'électricité
Et donc, on souhaite tendre vers des systèmes qui soient moins générateurs de consommation et aller plutôt vers quelque chose qui soit du low-tech, et notamment sur le gros secteur de la ventilation, qui lui, qui est quand même aujourd'hui, c'est pas on est en source d'amélioration, essayer de trouver les bonnes solutions techniques, mais aujourd'hui, nous, on a encore, enfin, on voit que c'est un élément, c'est un domaine dans lequel il faut que l'on s'améliore et qu'on puisse arriver à diminuer les consommations énergétiques. Également par rapport à ça, Loïc, l'année dernière, a eu à mener des marchés pour l'acquisition d'énergie, des marchés qui ont été, qu'on a traités entièrement en direct. On aurait pu faire le choix de l'externaliser, mais on l'a traité entièrement en direct, ce qui nous a permis de grosso modo faire une économie de 50% sur nos dépenses énergétiques, donc véritablement sur le coût de l'achat d'énergie, aussi bien gaz qu'électricité. Et donc là, ça nous a obligés aussi de monter un peu en compétences, même si on connaissait tous et on avait tous participé à des marchés d'achat d'énergie, mais ça a été un sujet qui a été source de beaucoup de temps à consacrer pour pouvoir bien comprendre les us et coutumes d'achat d'énergie. Donc ça, on l'a traité également, nous, en direct au niveau de la direction de l'immobilier. Vous dire, donc, en gros, ben, voilà, Loïc rajoutera également les éléments qui lui semblent bons dans sa présentation. Après, donc, le service maintenance, donc, qui vient directement après le service énergie, parce qu'il y a nécessité d'avoir une très grande transversalité entre ces deux directions. Nous, chez nous, c'est deux services qui sont scindés, mais qui sont étroitement liés, tant sur la gestion des marchés de contrôle ou des marchés d'exploitation, puisqu'ils sont gérés par le service énergie, que par les choix techniques qui sont faits par la maintenance pour faire les petits travaux au quotidien. Aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est on a un maillage et on est présent sur l'ensemble du département et on a des bons niveaux de compétences. Je dois dire que, ayant fait plusieurs postes déjà dans différentes collectivités, j'ai été agréablement surpris d'avoir notamment au niveau du service maintenance, des gens qui ont Bac+2, Bac+3, donc des bons niveaux d'expertise et des bons niveaux de compétences, ce qui permet d'être assez performant sur le pilotage technique, mais aussi le pilotage administratif de nos opérations. Ensuite, on déploie également, on travaille actuellement sur des sujets, et là, notamment le déploiement de la GTB, ce qui se fait aussi en partenariat avec le service énergie. On a une volonté de pouvoir regrouper les remontées d'informations pour avoir un pilotage qui soit le plus optimum possible. Donc, on travaille actuellement sur ce projet-là, mais je dois dire qu'il est aussi difficile à mettre en œuvre, parce que pour ce qui est du service maintenance, en fait, on n'a pas forcément de mesures, d'éléments de mesure qui sont intégrés dans nos bâtiments. Donc, il faut qu'on déploie des systèmes de mesure et pour vérifier les consommations ou vérifier le fonctionnement des installations, notamment des organes de sécurité, pour pouvoir les faire remonter sur le central, donc nos bureaux qui sont basés à Nancy. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on modifie ou qu'on amende les systèmes d'automates qui sont déjà présents sur des installations existantes. Et c'est vrai que là-dessus, même si on est accompagné par un AMO, on sent qu'il y a quand même c'est un projet qui est lourd et complexe. Donc là, voilà, on essaye d'avancer petit pas par petit pas, mais c'est vrai que c'est des projets particulièrement difficiles et avec des choix techniques et complexes. Ensuite, on essaye de systématiser les économies d'énergie dans toutes les opérations de rénovation que l'on fait. Il y a aussi des fois un peu de difficulté au niveau de la bonne mise en œuvre de tous ces éléments-là, parce que des fois, on va sur des réparations qui sont qui sont ponctuelles, et puis qui sont on va vers la facilité, alors que des fois, il faudrait réinterroger l'ensemble de nos façons de faire, et notamment avoir une très bonne transversalité avec le service énergie. Et là, on travaille justement sur ce domaine.
Ensuite, pour ce qui est bien sûr le volet grand projet, donc là, ce sera Olivier Simonin qui vous en dira quelques mots et il vous parlera notamment du référentiel qui a été déployé dans les différents PPI. Bien sûr, c'est le fer de lance et on va dire, c'est le devant de la scène de notre politique et de nos stratégies. On a eu la chance d'avoir une PPI qui a été revalorisée puisque lorsqu'on a commencé à réétudier les coûts de toutes nos opérations, on s'est rendu compte qu'on répondait que partiellement, notamment à nos obligations réglementaires, le décret tertiaire, et puis on faisait bien souvent que du ponctuel, alors qu'on a un petit peu changé d'objectif et qu'on essaye de travailler plutôt en globalité et de travailler sur l'ensemble de nos bâtiments. Donc, on a eu la chance que notre collectivité a voté une PPI qui va nous permettre de faire une dizaine ou une quinzaine de gros investissements dans les 10 prochaines années. On a aussi la chance de pouvoir s'appuyer sur des référentiels, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui nous permettent de pouvoir répondre tant aux objectifs environnementaux, mais également de pouvoir travailler pour répondre aux demandes des utilisateurs, puisqu'il y a quand même un gros volet par rapport à ça. On travaille quand même pour les gens qui sont à l'intérieur de nos bâtiments. Des points qui sont un peu sur lesquels on doit améliorer, c'est leur tour d'expérience, même nous en interne. Je trouve qu'on ne capitalise pas assez sur les travaux qu'on a réalisés. Chaque chargé d'op travaille un petit peu en silo. L'idée, c'est qu'on puisse améliorer ce retour d'expérience et puis qu'on puisse aller vers une amélioration continue de nos pratiques, tant au niveau marché, mais également au niveau technique. Donc voilà. On travaille aussi sur le programme, sur les programmes. On voit bien que c'est quand même la base de tout, la finalisation, l'élaboration de nos programmes, avec des diagnostics qui doivent être faits le plus en amont possible. Donc là-dessus, on travaille et on a des pistes, des volontés d'améliorer. Et puis malgré tout, on se bute contre des problématiques normatives, des problématiques de procédures administratives qui font que on a des difficultés et notamment on explore et on met en œuvre des nouvelles façons d'acheter, de nouveaux types de marchés publics qui sont pas forcément pas évidents à mettre en œuvre et sur lesquels on travaille et on essaye de pouvoir les déployer parce qu'on pense que c'est des systèmes, notamment de la conception-réalisation, qui nous permettrait de pouvoir répondre sur les délais de la réalisation de nos réalisations, mais également de tenir compte de problèmes techniques qui sont de plus en plus ardus, notamment dans des périmètres qui sont très contraints. Et puis, comme je le disais également, on essaye d'éviter d'aller vers une lutte en avant de la complexité technique, puisqu'on sait que derrière la construction, il va y avoir l'exploitation et il faut qu'on arrive à construire des ponts entre notre service grand projet et notre service maintenance pour pouvoir avoir des systèmes qui soient le plus faciles à exploiter et à gérer. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des moments où on a des techniques, enfin des solutions techniques qui sont complexes et qui ne sont pas optimum et qui n'apportent pas la totalité de leurs résultats. J'ai pratiquement terminé sur service par service, donc on arrive également sur le volet foncier. Là, je trouvais que c'était important de vous faire part que le volet foncier a une part entière sur notre objectif de réduction énergétique, puisque lui, effectivement, comme je vous l'ai indiqué, on a comme objectif de baisser de 10%. Et ça nécessite de travailler sur la rationalisation de nos bâtiments, de réinterroger la pratique des gens qui sont à l'intérieur des bâtiments, de pouvoir convaincre nos partenaires, nos élus, sur la possibilité de rationaliser, de fermer peut-être certaines structures, de diminuer les bâtiments qui sont en location, d'essayer d'avoir des bâtiments en pleine propriété et de diminuer le nombre de bâtiments
Donc, c'est quand même quelque chose qui nécessite d'être au plus près de cette problématique de gestion immobilière. Et puis, un cas tout concret, notamment les logements dans les collèges, où là, aujourd'hui, sur le département de Meurthe-et-Moselle, on a 200 collèges, en gros, 200 logements qui sont à peu près, qui sont construits, et on en utilise à peine la moitié, puisque les autres n'ont pas été suffisamment bien entretenus ou ne sont pas utilisés parce qu'il n'y a pas de, ils sont situés dans les bâtiments et dans les collèges plutôt, et c'est difficile de pouvoir favoriser l'accès et de pouvoir mettre des tiers dans ces locaux-là. Donc, on a une vraie politique, une vraie réflexion en tous les cas, sur la rationalisation de notre patrimoine. Et enfin, la cellule transversale, comme je vous l'ai expliqué, donc on a la chance d'avoir ces cellules transversales qui irriguent et qui donnent des informations à l'ensemble des services de la direction. Et notamment, là aujourd'hui, on est obligé c'est pas qu'on est obligé, on a fait le choix de modifier notre système d'information bâtimentaire, donc ce qui devrait nous permettre d'être meilleur sur les outils qu'on va mettre à disposition des techniciens et des chargés d'opération, et notamment les plans, les conventions, d'avoir vraiment un vrai volet nomade qui va nous permettre de faire des économies d'échelle et d'être plus performants. Cette cellule transversale également assure une veille réglementaire pour tous les services de la direction, et notamment lorsqu'il y a des évolutions sur la réglementation, sur la qualité de l'air, sur l'accessibilité, ça nous permet, en fait, c'est un peu un aiguillon qui vient nous rappeler à nos obligations et qui nous permet de remettre des fois au milieu du visage des problématiques qu'on oublie tout simplement parce qu'on n'a pas, elles sont un peu passées à la trappe. On a aussi, et me suis permis de le mettre là, pour pouvoir assurer cette mission, on doit s'appuyer sur des compétences humaines, et c'est vrai que des fois, c'est la variable d'ajustement, et qu'on serait sans tenter des fois d'un peu de supprimer cette cellule transversale pour faire des économies de RH. Néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui peut quand même, cette cellule transversale assure une qualité et nous permet d'atteindre un bon niveau d'expertise au niveau de notre direction. Donc tout ça, ça nous permet d'arriver sur différents axes d'évolution que l'on veut continuer à développer au niveau de notre direction. Donc comme vous l'avez vu, impulser plus de transversalité pour impliquer l'implication de tous les services. On pense que ce n'est pas uniquement un service qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière d'exemplarité énergétique. On pense que c'est le travail de tous, et même si c'est une seule ligne que l'on met, faire une économie de 20% sur nos consommations énergétiques, mais c'est quelque chose qui doit mobiliser tous les services, aussi bien de l'assistante de la direction jusqu'à tous les techniciens et à tous les chargés d'opération. Ensuite, disposer d'enveloppes budgétaires suffisantes. Donc ça, il faut effectivement avoir un discours et une relation de confiance avec nos élus pour pouvoir, d'une part, être force de proposition sur des économies, mais également de pouvoir proposer des budgets supplémentaires pour avoir des projets qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. On a eu comme consigne de commencer à réfléchir sur des économies de crédits de fonctionnement de 5 à 10% pour les années qui viennent. C'est sûr que le service énergie va être fortement mis à contribution dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Donc, faire des économies sur la consommation nous permettra d'atteindre cet objectif de diminution de crédits de fonctionnement. Et puis, comme je l'ai dit, avoir des moyens RH suffisants, donc disposer de personnes, disposer d'agents qui ont une bonne compétence, mais également continuer à assurer la formation des agents, mais également la formation globale de la collectivité, et mettre en place une émulation qui permet de pouvoir amener tout le monde sur des objectifs communs. Ensuite, bien sûr, sur le volet technique, on souhaite disposer de systèmes techniques simples. On a des expériences où on avait mis un exemple des ventilations, des systèmes de traitement d'air individualisés par salle.
On voit que ça multiplie, notamment dans les salles de collège, de cours de collège, on voit que ça multiplie les coûts de fonctionnement, on voit que ce n'est pas optimum, ça ne répond pas à nos attentes, à nos objectifs. Donc là, ce système-là, on va certainement le bannir et on va repartir sur des systèmes plutôt globaux. De même, on s'interroge sur le confort d'été. Donc, le confort d'été, c'est une grosse problématique sur nos collèges. On a testé des vieux systèmes, enfin, il y a longtemps déjà des systèmes de BSO fixe. On revient plutôt sur du BSO de brise-soleil orientable. Donc, voilà, on essaie de le systématiser sur chaque fois qu'on fait une rénovation. Mais néanmoins, on est obligé de penser à tous les systèmes, tous les bâtiments qui ne seront pas en réhabilitation, donc plus d'une quarantaine de collèges. Et donc, il faut trouver aussi des systèmes qui nous permettent aux équipes de maintenance de pouvoir répondre à cet inconfort d'été. Donc, intégrer les équipes de maintenance dès le départ de nos projets, puisque derrière, c'est eux qui vont piloter les installations techniques. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas suffisamment à mon goût. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit développer et qui nous permettront d'être meilleurs sur le pilotage de nos installations. Bon, être en adéquation avec la stratégie énergétique, Loïc va vous en parler d'une façon un peu plus précise, mais c'est vrai que le confort d'été, le retour d'expérience, les objectifs environnementaux, la végétalisation des cours d'école, la récupération d'eau de pluie, l'utilisation d'eau de pluie dans les sanitaires sont vraiment des choses que l'on systématise maintenant sur toutes nos opérations. Et puis, intégrer les évolutions sociétales. On voit bien que de plus en plus dans nos constructions, il faut que l'on fasse des bâtiments qui soient modulaires. Je pense là, avec la nouvelle réforme en 6e, 5e, où on va dédoubler les salles de classe, eh ben, on sent qu'on va avoir des aménagements à faire, alors que eh ben, nos équipements, nos bâtiments ne sont pas forcément adaptés. Néanmoins, on doit travailler sur le mobilier également, qui doit nous permettre de pouvoir intégrer et anticiper, mais surtout prendre en compte ces évolutions sociétales. On part également du genre. Donc aujourd'hui, nous on travaille plutôt sur des toilettes mixtes, donc parce que c'est une vraie problématique au niveau des sanitaires. Les toilettes mixtes devraient permettre de pouvoir d'éviter les problèmes de différence, enfin pas de différence, mais d'opposition entre les garçons et les filles, et même de problématiques entre les générations, entre les 3e et puis les jeunes 6e. Donc ça, on essaye de travailler sur une mixité au niveau des sanitaires. On l'a déjà testé. C'est une expérience qu'on déploie sur l'ensemble de nouveaux projets. Alors, on parlait de l'évolution du mobilier, c'est des sujets aussi sur lesquels on travaille d'une façon importante, parce que on prend un exemple, on a des bâtiments aujourd'hui, des collèges qui ne sont pas prévus sur notre PPI, et malgré tout, en plus ils ne sont pas forcément très très accessibles, mais malgré tout on nous demande d'accueillir des personnes en mobilité réduite. Et donc, l'étude que l'on fait, c'est de pouvoir transformer des bâtiments à faible coût, donc peu de travaux de grosses œuvres, mais de travailler sur le mobilier, donc faire de l'acquisition ou de l'allocation de mobilier, qui nous permettra de pouvoir repositionner toute l'activité propre à une classe, aussi bien les fonctions artistiques ou les fonctions scientifiques, de les ramener, de les laisser dans une classe, avoir du mobilier qui puisse être utilisable et modulable, qui nous permettra de pouvoir repositionner des classes, par exemple au rez-de-chaussée, pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Rationaliser les espaces, notamment lors des réhabilitations, c'est une vraie problématique que l'on a aussi au niveau de nos collèges. Notamment lorsqu'on fait de la réhabilitation, on a un référentiel qui nous demande d'utiliser 100% de nos espaces, notamment des salles de classe. Vous savez qu'on est souvent confronté à la problématique un prof, une classe. Aujourd'hui, notre référentiel dit que ce n'est pas forcément les élèves qui doivent se déplacer, mais les profs doivent aussi se déplacer et partager les salles de cours. Et donc, on a besoin d'être le plus pédagogue possible avec les équipes enseignantes, avec les utilisateurs,
pour essayer de diminuer le nombre des espaces que l'on va réhabiliter et donc d'essayer d'être le plus compact possible sur nos opérations de travaux, y compris lorsqu'on fait des réhabilitations. Donc ça rentre également dans le volet de la stratégie immobilière. Et puis également, quand on fait de la réhabilitation de nos bâtiments, pas forcément que les bâtiments scolaires, mais on essaye d'interroger tout ce qui touche le bâtiment en lui-même. Bon, un exemple pour les collèges, notamment le matériel de restauration, prendre en compte les problématiques de qualité de vie au travail et notamment pour les agents du département qui sont dans les bâtiments, les logements, comme je vous l'ai dit, qui est à mon sens une source, un gisement de rationalisation et d'économie. On peut peut-être mettre à disposition et en location ces logements-là, qu'aujourd'hui on a trop de logements qui ne sont pas inoccupés. Et puis pour terminer, quelques points sur les supports que l'on déploie pour essayer d'améliorer la connaissance et de sensibiliser tout le monde sur notre stratégie patrimoniale. Donc, bien sûr, faire de la communication externe et sur les objectifs qui sont recherchés par le département, aussi bien en interne. Là, on va donc produire un petit document, un petit fascicule qui reprend les principaux objectifs de la stratégie énergétique. On fait aussi de la formation collective. On essaye d'amener au moins 1 à 2 fois par an l'ensemble de la direction de l'immobilier sur des formations et des séminaires de groupe pour échanger un peu sur des sujets particuliers. L'année dernière, par exemple, on a évoqué la prise en compte environnementale dans une opération de construction. Et notamment, vous savez que de plus en plus, on doit faire des diagnostics environnementaux. On a eu des chantiers sur lesquels on a beaucoup de présence de faune. Et donc, comment est-ce qu'on aborde cette problématique-là? Et puis sur ce sujet-là, on a également abordé la problématique des fouilles archéo, puisqu'on a la chance d'être dans un département où on a quand même des sites assez remarquables. Et comment est-ce qu'on appréhende le volet patrimonial sur nos opérations de construction? Leur tour d'expérience, opération par opération. Donc, c'est vrai que, comme vous le savez, c'est quelque chose que nous, à mon sens, vous ne le savez pas, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément assez. Nous, c'est quelque chose qu'on va déployer, essayer de travailler sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, un peu pas un groupe de parole, mais avoir quelque chose où on s'interroge sur les bons fonctionnements. On a quand même un certain nombre de marchés sur lesquels on a des contentieux. Donc, je souhaite qu'on puisse commencer à travailler sur ces contentieux pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de les résorber. Ensuite, j'en ai déjà parlé, on travaille sur une amélioration du suivi de notre plan de maintenance. On est également, comme on l'a dit, avec la cellule transversale, pour travailler sur les veilles réglementaires. Et puis, on est également sur les guides d'usage et de fonctionnement des bâtiments. À mon sens, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment déployé. Aujourd'hui, alors on a déjà conscience qu'il faut qu'on prenne le temps pour pouvoir faire fonctionner nos bâtiments à vide, donc après la réception des travaux, mais avant de la livraison aux utilisateurs. On ne le fait pas suffisamment. De même qu'on ne fait pas suffisamment un guide, un document formalisé qui explique le fonctionnement de nos bâtiments, parce que bien souvent, on fait un bâtiment et on établit un programme 5 à 6 ans avant de le livrer. Et puis, les utilisateurs ne sont plus toujours les mêmes, notamment pour ce qui est des collèges. Les gens qui ont participé au programme ne sont plus là. Et les nouveaux utilisateurs, les nouvelles personnes, des fois, ne sont pas au courant de quel avait été l'esprit pour les constructions, qu'est-ce qui avait prévalu au projet qu'on a mis en œuvre. Et donc, je pense que c'est important de rappeler aux utilisateurs comment le bâtiment a été pensé et comment il doit fonctionner. Voilà ce que je pouvais vous dire, moi, sur la politique et sur notre stratégie patrimoniale et notamment sur la prise en compte du volet énergétique. Avant de passer peut-être la parole à Olivier pour parler plus particulièrement des référentiels de la construction et donc de son action au niveau du service grand projet. Katharina, je vous laisse peut-être la parole. Merci beaucoup, Laurent. En fait, pour le moment, on n'a pas de questions, vous êtes trop clair. Moi, je trouvais ça extrêmement intéressant parce que vous avez une attention très forte sur en fait, le facteur humain
vous essayez de former votre équipe, vous travaillez inter-équipe, vous essayez de convaincre les enseignants. Vous voyez très bien que les enseignants, il faut les convaincre si on veut faire des économies d'espace en réduisant les salles et pas faire une salle par prof. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense que c'est un des vecteurs pourquoi ça marche. Je vous propose, vu qu'il n'y a pas de questions, ne vous retenez pas, hein, faites comme toujours les questions dans le chat. Du coup, je vous propose de passer à Monsieur Simonin. Alors, Élodie Chanvrier dit juste pas de questions, effectivement, mais très intéressant. Merci pour ce partage d'informations. OK, on continue avec Monsieur Simonin. Par contre, il faut mettre le micro, s'il vous plaît. En haut, il faut décocher. Parfait. Ah non, non. C'est bon, voilà. C'est bon, parfait. Super, C'est bon, merci. vous m'entendez? OK, donc je me présente. Donc, je suis Olivier Simonin, donc responsable du service grand projet à la direction de l'immobilier, comme l'a présenté Laurent. Effectivement, vous l'avez soulevé, le volet humain était important puisque, juste pour préciser, la direction de l'immobilier, en une grosse dizaine d'années, a quasiment doublé en effectifs, et plus particulièrement le service grand projet, où en 2010, on était 5 et aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs pour mener en gros une grosse vingtaine d'opérations en simultané. Voilà, donc déjà pour vous présenter, la première slide, c'est pour vous présenter un peu le parc immobilier du département, qui représente environ 300 sites, dont 59 collèges hors cités scolaires qui sont gérés par les régions, et puis un parc de bâtiments départementaux qui sont disséminés sur le territoire, avec des bâtiments du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, le site de Sion, un site plutôt culturel et environnemental, le château de Lunéville, et les sites de centres d'exploitation des routes. Ça représente environ 600 000 m², donc 400 000 m² rien que pour les collèges. Donc, vous avez une petite carte à droite qui matérialise le département avec son découpage en territoire, puisqu'on a des services qui sont déconcentrés ou délocalisés sur les territoires. Donc les collèges, comme vous voyez, c'est la plus grande surface, le plus grand pourcentage de surface du département, et c'est pourquoi c'est le premier PPI qui a été lancé dès la fin des années 2010 sur le département. Slide suivante. Donc en fait, la stratégie est partie d'un constat en 2010 par la réalisation de divers audits, et notamment l'audit énergétique, qui a permis de mettre en évidence certaines grosses lacunes de nos bâtiments, et un audit également sur l'accessibilité handicapée de nos établissements, que ce soit collèges et autres bâtiments. On a un parc, comme beaucoup de collectivités, avec des bâtiments qui datent des années 60-70. Donc, vous comprenez bien qu'ils sont d'un autre âge par rapport à ce qu'on peut attendre d'un bâtiment aujourd'hui. L'état du patrimoine, donc ces audits ont été réalisés et on a eu un constat qui n'a surpris pas grand monde en fait, puisque effectivement on a un patrimoine assez vieillissant qui date de plus de 40 ans, avec un gros tiers de bâtiments, notamment les collèges, qui étaient en mauvais état général. On avait seulement un tiers des collèges aussi qui étaient en état énergétique satisfaisant, un autre tiers qui était accessible, et la moitié des collèges qui nécessitaient des traitements de l'amiante, puisque dans cette période de construction, on a largement utilisé des matériaux amiantés pour construire ces bâtiments. Et puis, de fait de l'âge, effectivement, on avait des états structurels relativement vieillissants, avec des conforts très spartiates, notamment en termes d'isolation, d'acoustique, de qualité de l'air, et d'installation technique qui, au global, donnaient des conditions d'usage du bâtiment et d'accueil notamment des élèves très, très, très limitées. Et puis, il y a eu un focus effectivement sur le volet énergétique, avec la mise en évidence d'une nécessité de restructurer
profondément le bâti, parce que la stratégie, c'était d'abord d'agir sur le bâtiment plutôt que de travailler sur la production d'énergie. Donc, comme je vous le disais, les collèges représentent les 2/3 de la surface du patrimoine bâti du département. Et c'est pourquoi le département a lancé en 2012 un vaste programme de rénovation de son parc des collèges pour mieux répondre d'une part aux exigences pédagogiques et technologiques du XXIe siècle, mais aussi pour répondre aux audits qui ont été faits au préalable et rendre des bâtiments parfaitement en adéquation justement avec les exigences pédagogiques. Ce plan, il est piloté par la direction de l'immobilier, mais pas que, et surtout en lien étroit avec la direction de l'éducation, puisque nous sommes une direction ressources et on se doit de fournir des bâtiments à des usagers, donc répondre à un besoin d'usage prioritairement. Le nombre des collèges publics en Meurthe-et-Moselle, il est revu un petit peu à la baisse. Ce que disait un peu Laurent aussi, c'est qu'on est dans une stratégie d'optimisation des surfaces, mais aussi d'optimisation des bâtiments. Donc, il y a déjà une série d'établissements qui ont été fermés, alors pour différentes raisons, hein, bien souvent soit par vétusté ou par, on va dire, nombre d'élèves insuffisant, et dans l'opportunité aussi de collèges proches qui pouvaient accueillir justement ces établissements fermés. Donc, ça s'est opéré beaucoup en milieu rural, où on avait des établissements de moins de 150 élèves. Et en 2022, il y a une évolution du plan en politique. Alors, on joue sur les mots, mais effectivement, en 2012, on parlait d'un plan collège nouvelle génération qui était, on va dire, axé sur l'investissement. Et depuis 2022, avec une nouvelle majorité, ou du moins des nouveaux élus, ça a été rebaptisé politique en intégrant la maintenance, mais aussi des acquisitions, notamment sur le volet numérique. Donc, cette politique, ce changement de nom est une stratégie aussi volontariste de dire la politique, ce ne sont pas que des bâtiments, c'est aussi des équipements, des usagers, une maintenance, une politique de restauration également, une politique de rénovation des équipements, etc. Donc, une vision plus globale. Pour vous donner aussi quelques chiffres clés, donc depuis 2012, le département a déjà investi plus de 200 millions d'euros dans les collèges. Oui, je fais un focus sur les collèges, mais il y a aussi les autres bâtiments, hein, bâtiments exploitation, bâtiments des solidarités, bâtiments du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle. Et sur ces 200 millions, c'est 8 collèges neufs, 3 collèges réhabilités ou quasiment réhabilités à neuf, et 8 collèges en réhabilitation partielle. Alors, la politique collège nouvelle génération, c'est des enjeux très forts qu'il va falloir concrétiser, ou qu'on a déjà commencé à concrétiser. Donc, les enjeux, c'est une rénovation bâtimentaire, déjà pour répondre aux diagnostics qui ont été faits, notamment sur les conformités personnes à mobilité réduite, et puis réglementation thermique ou réglementation environnementale. C'est améliorer le confort des usagers, notamment thermique, acoustique et visuel, pour permettre une éducation et un apprentissage aux élèves dans les meilleures conditions possibles. Une amélioration des fonctionnalités et adaptation aux enseignements. Laurent en a un peu parlé tout à l'heure. Effectivement, l'éducation nationale, elle évolue. Les programmes pédagogiques évoluent, les façons de travailler évoluent. Donc, on doit s'adapter à ces changements-là. On doit répondre aussi à un objectif d'optimisation des surfaces. On a un petit peu parlé tout à l'heure sur le redimensionnement en fonction des évolutions d'effectifs. Effectivement, je pense qu'on n'est pas le seul département à constater aujourd'hui une baisse relativement significative du nombre d'élèves. Donc, des établissements qui étaient conçus dans les années 70 pour 600, voire 800 élèves, et aujourd'hui, ils sont 300, voire 400. Donc, on est dans cette stratégie d'optimisation. Et puis, on est aussi forcément dans l'intégration d'une démarche haute qualité environnementale
avec le suivi de la qualité environnementale du bâtiment. Et on a aussi un enjeu fort dans l'innovation. Alors, dans l'innovation, pas seulement dans la construction, dans l'usage des matériaux, mais dans les usages et les fonctionnalités de nos bâtiments. Un collège fonctionne différemment dans les années 2020 qu'il ne fonctionnait dans les années 70. Les espaces sont mutualisés, voire ont de doubles usages. Voilà, donc on travaille à tout ça dans notre référentiel. Donc, pour répondre à ces enjeux forts, eh ben, on les a traduits essentiellement dans la construction d'un référentiel qui est un petit peu un document socle pour nos programmes et la définition de nos besoins quand on lance des concours ou des réhabilitations de bâtiments. Donc, il y a différentes thématiques dans ce référentiel. Il y a une mise à jour régulière aussi qui est faite sur ce référentiel parce qu'il a été initié en 2012 et on a déjà fait 3 mises à jour de celui-ci pour s'adapter d'une part aux exigences réglementaires, d'autre part à l'évolution des pratiques des enseignants et puis aussi largement lié au retour d'expérience qu'on a pu faire sur la livraison de nos premiers établissements. Donc, ce référentiel, il a mis en place aussi en interne un suivi QEB de l'ensemble de nos projets. Donc, dans tous nos projets, on a un tableau de bord environnemental qui permet de suivre les objectifs qui ont été fixés et vérifier à chaque moment et à chaque étape du projet s'ils sont atteints ou s'ils peuvent être, voir des évolutions. On y met aussi dans le référentiel des objectifs environnementaux très ambitieux, allant généralement au-delà du niveau réglementaire. On est toujours un petit cran au-dessus de la réglementation. Ça, c'est une volonté forte aussi de nos élus. Et puis, ça permet aussi une valorisation significative du patrimoine. Donc là, j'en viens au référentiel pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce document qui est le document pivot de nos opérations. Alors, il est décliné pour le plan collège, mais on l'a aussi décliné pour nos autres bâtiments, mais de façon un peu plus récente, notamment sur les centres d'exploitation, où il est en cours d'élaboration ou de finalisation. Et l'objectif, c'est aussi de le créer pour les bâtiments type sociaux. Donc là, je vais vous parler essentiellement du référentiel collège qui a été initié en 2012 avec 2 mises à jour, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Il a été initié en 2012 en se servant d'une opération pilote. En fait, on a lancé une opération, la première opération du plan collège qui a servi le programmiste de cette opération-là à travailler à la fois sur le programme du collège et à l'élaboration du référentiel. Donc, on a pu appliquer en temps réel dès la première opération ce référentiel. Donc, bien sûr, il a un volet technique et architectural qui s'appuie sur un socle commun. Il définit les volumes éducatifs, les espaces, les éléments de construction de tous les collèges neufs et reconstruits. Et pour également les réhabilitations. Alors, pour les réhabilitations, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre puisqu'on est dans l'existant. Donc, il y a toujours une part d'adaptation du référentiel par rapport aux bâtiments existants. Et puis, il se fait aussi dans un objectif de définition des besoins qui aille le plus loin possible. C'est-à-dire que ce référentiel, on a essayé de le rendre le plus exhaustif possible pour définir les besoins, quand bien même sur chaque opération, il y a un programme spécifique qui est établi. L'objectif de ce référentiel, c'était quand même d'avoir un socle. C'est une marque de fabrique du département. Il y a, sans se jeter de fleurs, il y a bon nombre de départements qui nous ont contactés pour avoir notre stratégie, savoir comment on avait conçu ce référentiel, comment on avait travaillé dessus, d'avoir des exemples. Donc, ça nous permet de déployer des constructions relativement homogènes sur tout le département pour répondre aux besoins des collégiens. Ce référentiel, il intègre aussi une notion de sobriété et de compacité des formes. Effectivement,
il y a eu une période où les collèges, quand l'on construisait, étaient, on va dire, à la libre discrétion des architectes, où on pouvait avoir des expansions de bâtiments. Aujourd'hui, on les contraint un petit peu, sans les brider non plus, mais on les contraint un petit peu dans leur conception pour être toujours dans cette notion de sobriété, de compacité. Et puis aussi, l'objectif, c'est de promouvoir le développement économique autour des filières professionnelles intéressées, parce que au-delà du référentiel, c'est un plan d'investissement que le département mène et qui permet au tissu économique local de pouvoir répondre et de participer. Sur la trame du référentiel, alors là, c'est baptisé nouvelle trame puisque il a été retravaillé très récemment en 2023. C'était pour vous montrer un petit peu le contenu de celui-ci, pour vous dire qu'on a été justement assez au fond des choses, d'être le plus exhaustif possible pour définir notamment le cadre surfacique de chaque espace, le référentiel qui va définir les liens fonctionnels entre les différents espaces, d'avoir un petit focus aussi sur les enseignements SECPA, sur la restauration, sur les aménagements sportifs extérieurs, etc. Et après, on y a amendé toute une série d'annexes, et notamment une annexe technique sur lequel on revient très fortement sur le volet environnemental et énergétique, où on fixe des objectifs très, très élevés pour nos futures constructions. Donc là, voilà pour la trame du référentiel. Sur le schéma suivant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur les fonctionnalités. C'est-à-dire que ce référentiel présente comment doit fonctionner, ou comment fonctionne un établissement pour aider les concepteurs, les équipes de maîtrise d'œuvre à concevoir un bâtiment qui fonctionne tout simplement. Le travail des liens fonctionnels a été fait avec la direction de l'éducation, mais aussi avec les services de l'éducation nationale, avec les inspecteurs respectifs d'enseignement, pour trouver la meilleure harmonisation possible et optimisation de toutes les surfaces construites. Et enfin, sur le volet qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, sur le côté environnemental, le référentiel et la politique collège ont des objectifs très très forts sur les matériaux biosourcés et sur le volet énergétique. Donc, on fixe des niveaux de performance au-delà des exigences réglementaires. On a généralisé le passif très tôt dans le plan collège. Même sur les rénovations, on allait au-delà de la RT existante, bien souvent 40% en dessous des objectifs fixés. On a développé aussi l'éco-construction par l'emploi de matériaux biosourcés. Donc, on a des exemples de construction avec l'usage de la paille, du bois, de la ouate de cellulose, de la fibre de bois. On a récemment livré 2 collèges, enfin récemment, un qui date de 2017, mais un qui date aussi de 2022, avec un système de construction bois-paille qui apporte toutes ces satisfactions en termes de confort et d'économie d'énergie. On a sur des projets passifs quasiment divisé par 10 les consommations d'énergie pour le chauffage. On a des engagements assez forts, voire très forts, sur le confort d'été, puisque le dérèglement climatique actuel nous génère des périodes de potentielle surchauffe assez tôt dans l'année, dès le mois de mai, et puis qui peuvent aller jusqu'à septembre-octobre. Donc, même si les collégiens ne sont pas présents en juillet-août, on a quand même ces périodes de risque de surchauffe. On y intègre aussi la gestion intégrée des eaux de pluie. Alors, même si réglementairement, effectivement, il y a un arrêté qui, aujourd'hui, nous met un petit peu le doute sur l'usage et la récupération d'eau de pluie pour les sanitaires, mais le département reste volontaire et innovant dans l'intégration de cette notion-là et de la récupération des eaux pour les sanitaires. On a une approche aussi sur le volet économie circulaire, même si
C'est pas facile à mettre en œuvre. On a eu un échec, faut le dire, sur un projet qu'on a souhaité mener en totale économie circulaire, et au final, on s'est rendu compte avec le maître d'œuvre que c'était compliqué, alors réglementairement, financièrement, et puis surtout pour atteindre au final les objectifs qu'on s'était fixés en termes de confort et de sécurité. L'utilisation des énergies renouvelables et chaleur urbaine, donc ça, Loïc vous en reparlera également, mais on met l'accent sur l'approvisionnement vert de nos chaufferies. On met l'accent également sur les matériaux utilisés, sur le mobilier, qu'il soit de classe A ou A+, pour éviter les polluants volatiles. Et enfin, une attention particulière, et Laurent aussi en a parlé tout à l'heure, sur les systèmes de ventilation, trouver le système le plus adéquat, le plus pertinent économiquement en termes d'investissement, mais aussi de maintenance. On a fait la mauvaise expérience d'installer des microcentrales salle par salle. Bon, ça répondait à un besoin précis parce qu'on avait des soucis aussi d'espace pour mettre des gaines classiques, on va dire. Et ça a été ce système qui a répondu ponctuellement à notre problématique, mais qui nous en génère d'autres par la suite. Et enfin, les moyens pour mettre en place ce référentiel. Donc, comme je vous le disais, on a décliné le référentiel collège aux autres bâtiments, au centre d'exploitation des routes, où là, on a aussi un PPI pour réhabiliter une petite dizaine de centres, et également sur les maisons des solidarités. Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est moins, on va dire, standardisé qu'un collège, mais on souhaite aussi quand même avoir ce référentiel pour cette typologie de bâtiment. Il y a la mise en place d'un système d'information bâtimentaire. Là, c'est pour de la gestion, effectivement, gérée par la cellule transversale de la direction de l'immobilier. Et là, on arrive plus sur les moyens que va gérer ou que gère le service de Loïc énergie et éco-construction. C'est la gestion des marchés de fourniture d'énergie par le biais d'un groupement de commandes. Le suivi des consommations, mais là, je ne vais pas m'étendre trop parce qu'il va revenir dessus. Le groupement de commandes des contrats d'exploitation des chaufferies. Il faut savoir qu'avant, les chaufferies, l'entretien des chaufferies, du moins dans les collèges, était géré par l'établissement lui-même. Le département a fait le choix de reprendre la main sur la gestion de ces contrats pour avoir forcément un meilleur suivi et puis des prestations, on va dire, plus rationnelles. Les marchés de travaux de rénovation de chaufferie, le raccordement réseau de chaleur, les subventions, on peut en parler un petit peu aussi. Nos projets sont, comme je vous le disais, soit au-delà de la réglementation, soit innovants, et ce qui nous permet aussi d'être éligible à bon nombre d'aides et de subventions, notamment Climaction, l'agence de l'eau sur le volet récupération de pluie ou sur la désimperméabilisation des cours d'école. Les C2E que gère également aussi Loïc dans le cadre des réhabilitations. Et puis, pour terminer, la démarche de sobriété et le challenge Cube, qui est plutôt un retour d'expérience aussi, et sur le travail sur les usages, parce que construire un bâtiment, c'est bien beau, mais derrière, c'est les usagers qui l'utilisent et qui doivent l'utiliser au mieux pour qu'on puisse respecter nos enjeux d'économie. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire avec très peu de mots, parce qu'on est effectivement 14h08, vous avez dit que ce n'était pas concluant, c'était trop compliqué pour le réemploi. Qu'est-ce qui était exactement le problème? Alors en fait, c'était un projet d'un collège métallique Mmh. où d'ailleurs, on s'était mis dans les meilleures dispositions puisqu'on avait recruté une équipe de maîtrise d'œuvre avec des spécialistes du réemploi, de l'économie circulaire, avec une volonté affichée de pouvoir réutiliser le maximum de matériaux du bâtiment existant sur le futur bâtiment. Et en fait, on s'est confronté, dans un premier temps, à une contrainte économique,
parce que réutiliser des bardages existants, les déposer soigneusement, les emmener en atelier pour les décaper, enlever l'amiante qui était présente, les faire revenir sur chantier, c'était déjà un coût voilà, assez élevé. Le fait de vouloir aussi garder la structure du bâtiment participait aussi à cette sobriété d'économie circulaire. Et un bâtiment métallique, bah, malheureusement, ça a ses contraintes, notamment en termes de stabilité au feu, d'acoustique, de surcharge. Donc, on est vite arrivé avec des surcoûts assez conséquents qui n'ont pas pu permettre à ce projet de voir le jour. Il s'est arrêté au stade APS, en fait, dès lors on s'est rendu compte que techniquement, c'était compliqué, budgétairement, c'était plus tenable, et au final, le rendu ne correspondait pas aux attentes du département. On n'avait pas en termes d'acoustique, on n'arrivait pas à voir ce qu'on voulait. En termes de stabilité, il fallait des dérogations du SDIS. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de contraintes pour un coût très élevé et qui s'approchait d'une construction neuve. Donc, malheureusement, voilà, le département a fait le choix de stopper ce projet-là et puis de repartir sur une autre stratégie pour ces bâtiments métalliques. Alors, c'était peut-être le mauvais projet, hein, c'est peut-être pas la démarche en soi qui est pas bonne, c'était peut-être le support lui-même qui était pas bon, mais voilà, ça nous a un petit peu refroidi, et puis voilà, c'est frustrant pour tout le monde, hein, c'est pour nous et pour le maître d'œuvre qui avait commencé à travailler, voilà. Merci beaucoup. On a une question. Est-ce que vous avez déjà tiré des enseignements de projets réalisés et leur usage? À titre exemplaire, est-ce que vous avez vous avez parlé un peu de ce retour d'expérience que vous mettez en œuvre, mais pas peut-être pas encore assez. Mais est-ce que vous avez pu réaliser quelques rémédiations? Quels résultats pouvez-vous déjà mesurer en matière notamment d'économie d'énergie? Avez-vous aussi développé une logique d'autoconsommation? C'est Louis qui va en parler, non? De ça? Oui. Oui, bonjour à tous. Oui, on va en parler tout à l'heure. Effectivement, tout de suite. Parfait. Alors, Ok. moi, je peux juste répondre sur la première partie, effectivement, sur le retour d'expérience et notamment sur la mise à jour du référentiel. Parce qu'on l'a fait en 2018 et 2023, et on a fait travailler le programmiste qui nous avait établi le référentiel, et il est allé visiter les 5 premières réalisations pour justement aller auditer les usagers et faire cette première mise à jour. Et on s'est rendu compte que le premier référentiel, on était excessif en surface, par exemple. Donc voilà, on a optimisé ça. On a revu aussi sur les fonctionnalités, les regroupements de pôles. Voilà, on a travaillé là-dessus. Donc il y a eu ce premier travail-là, je veux dire, sur le parti bâtimentaire. Après, sur la partie énergétique, Loïc reviendra dessus. Merci beaucoup. Ok. On passe la parole à Loïc alors. Merci. Ouais, vous m'entendez, c'est bon? Parfait. Super. Bonjour à tous. Je suis Loïc Marquetto, le responsable du service énergie, exploitation et co-construction au sein de la direction de l'immobilier du CD54. Donc, mes collègues ont déjà fait une présentation très complète, donc je vais un petit peu compléter par quelques petites choses. Déjà présenter les axes stratégiques de la note stratégique énergie au niveau départemental. Donc, le premier axe, c'est conforter la performance énergétique de nos opérations bâtimentaires. Olivier vient juste d'en parler, hein, c'est notamment le niveau de performance des bâtiments. Donc, on fixe un niveau passif sur les constructions neuves et on va au moins sur RT Réno, moins 40% sur les rénovations. On a intégré aussi depuis peu, effectivement, les obligations qui sont liées au décret tertiaire. Quand on parle de performance énergétique, on va forcément parler d'une enveloppe performance dans un premier temps. Donc, on essaye là aussi de privilégier des matériaux biosourcés, hein, tels que la paille, le bois, etc. On a 2 collèges là sur Nancy qui sont par exemple en bois paille et qui sont à un niveau passif. Dans la performance énergétique, Laurent en a parlé, il y a effectivement cette problématique de confort d'été et d'adaptation au réchauffement climatique, hein, plutôt par des systèmes passifs et non actifs, c'est-à-dire qu'on a non recours à la climatisation dans nos opérations.
Et on va plutôt axer sur une bonne isolation, des bonnes protections solaires et une stratégie de ventilation adaptée au niveau du bâtiment. Il y a la mise en œuvre, oui, des énergies renouvelables, même si ça rejoint aussi un petit peu l'axe numéro 2. Donc, énergie renouvelable, c'est-à-dire tout ce qui va être recours au réseau de chaleur quand on a la possibilité de se raccorder. Mise en place de chaudières bois dans les collèges, Allô? pelés, et puis développement des panneaux Oui, solaires photovoltaïques pour faire de oui, l'autoconsommation. Thierry. L'axe 2, donc je l'ai dit, c'est maîtriser nos sources d'approvisionnement. Donc là, ça passe notamment. Juste un instant, Christian, désolé. Juste un instant. Oui. Non, c'était Micro, pas pour moi. C'était pas pour. Oui. Élodie, tu as ton micro allumé? Oui, parfait. Ok, merci. Donc, maîtriser nos sources d'approvisionnement d'énergie, ça passe par la stratégie d'achat. Donc, comme Olivier en faisait référence juste avant, on a monté un groupement de commandes il y a quelques années suite à la dérégulation du marché de l'énergie. Tout le monde était un petit peu perdu là-dessus suite à la fin des tarifs réglementés. Donc, chaque collège avait un contrat, en fait. On a donc créé un groupement de commandes pour avoir un prix uniforme au niveau de tous nos bâtiments, un prix fixe, en général sur des marchés de 2 ans, d'une durée de 2 ans. Donc, ça nous permet aussi d'avoir accès au niveau des espaces clients à toutes nos consommations pour récupérer l'ensemble des consommations du patrimoine et alimenter des tableaux de suivi énergétique. On a profité aussi de ce groupement de commandes pour intégrer effectivement l'exploitation des installations thermiques. Avant, ça faisait l'objet de contrats individuels collège par collège. Alors, des fois, il y avait des choses qui étaient très bien et d'autres fois, même des choses réglementaires qui n'étaient pas effectuées dans le cadre des contrats. Donc, on a profité aussi de cette opportunité pour faire un CCTP type pour tous nos collèges, de manière à avoir des prestations qui soient vraiment uniformes, établissement par établissement. Donc, au niveau des objectifs stratégiques, il y avait l'axe numéro 3. Laurent, si tu peux remonter d'une diapo. L'axe numéro 3, en fait, c'est le pilotage de nos installations. C'est maîtriser la consommation par le pilotage et les changements d'usage. C'est notamment le développement de tout ce qui va être GTC, pour faire simple. Voilà. Merci Laurent, on peut passer aux objectifs. Donc les objectifs, c'est de toute façon intégrer à toutes nos opérations les niveaux de performance dont je viens de vous parler, d'augmenter les surfaces végétalisées aussi dans une logique de confort d'été, de diminution des îlots de chaleur, créer des réserves d'eau, centrer l'achat sur les énergies vertes. Par exemple, notre marché d'électricité, grâce à des garanties d'origine, est 100% ENR aujourd'hui. Diversifier nos sources d'énergie en fonction des ressources, un réseau de chaleur, donc en prenant bien, en faisant aussi attention à la filière qui peut y avoir derrière, avoir vraiment un dialogue avec le porteur de projet à ce niveau-là. Faire de l'autoproduction, donc là je vous dis on est sur une stratégie de déploiement de panneaux photovoltaïques dans le cadre de nos opérations, mais aussi au niveau du service maintenance, dès qu'on va refaire une toiture, on étudie systématiquement la possibilité de mettre en place des panneaux et on se base en fait sur le talent de consommation en été de manière à ne pas surproduire et de pouvoir multiplier les investissements et les endroits où on va pouvoir mettre des panneaux. Et bien sûr, poursuivre le plan de sobriété qui a pu être mis en place l'année dernière pour faire évoluer les usages. C'est bien sûr un des leviers de la performance énergétique. C'est tout ce qui va être déjà les besoins, l'enveloppe, ensuite les équipements, l'exploitation, et un des leviers, c'est effectivement les usages. Alors, voilà, on parlait avant un petit peu de retour d'expérience, c'est ce que je vais vous présenter là. Alors, en fait, on a fait un focus sur les consommations de 2010, donc avant que la PC Engine soit lancée, et les consommations de 2022 au niveau du thermique. Alors, comme vous le voyez, notre parc, c'est majoritairement du gaz qui est utilisé. Là, vous voyez des barres vertes qui apparaissent, c'est parce qu'en fait, on s'est raccordé à des réseaux de chaleur suite aux travaux. Et en gros, là, vous avez tout qui est confondu. Vous avez les restructurations partielles et les restructurations lourdes, ou les constructions neuves également. Constructions neuves qui viennent en général remplacer un ancien collège. Donc, on se rend compte que sur les restructurations partielles, il n'y a pas forcément beaucoup d'économies au niveau thermique parce qu'on va essentiellement traiter l'amiante et l'accessibilité du site. La thermique sera traitée plutôt dans un second temps au niveau des opérations de maintenance. Globalement, ce qu'on peut observer, c'est quand même qu'on est à moins 43% de consommation entre 2010 et 2022 au niveau thermique. Il y a des opérations plus remarquables que d'autres, parce que l'accent, je vois le tout dernier, par exemple, Villers-Chef-Fer, où on a été certifié passif en rénovation. Et donc, on a divisé les consommations quasiment par 10.
Donc voilà, soit pour les consommations thermiques, on va dire que c'est quelque chose qu'on maîtrise bien, hein. On fait un travail effectivement sur l'enveloppe, sur les installations techniques, sur la ventilation, sur l'étanchéité à l'air, et voilà. Par contre, voilà, les consommations électriques des collèges suite au PCNJ. Alors là, pareil, on compare 2010 et 2022 et on se rend compte qu'en fait, globalement, on a augmenté de 11% notre consommation d'électricité. Ça s'explique par plusieurs choses. Il y a déjà une évolution des pratiques pédagogiques avec beaucoup plus de recours au numérique, par exemple, donc des usages bureautiques qui ont augmenté. Il y a des équipements supplémentaires, type centrale double flux, etc. Bah, c'est comme des ventilateurs, des choses comme ça qui fonctionnent. Les cuisines, quand elles sont refaites, celles qui étaient mixtes, gaz, électricité, passent aujourd'hui à 100% électricité, notamment pour des raisons de sécurité, hein, tout simplement aussi. Alors, le gaz en cuisine, en moins, c'est quand même plus sécurisant. Et donc, ce qui nous a amené aussi à cette réflexion d'autoconsommation au niveau du déploiement des panneaux photovoltaïques. Quand on fait nos préétudes, on se rend compte que quand on se base sur le talent de consommation, on fait une économie annuelle de l'ordre de 15%. Donc, le fait de mettre en place ces panneaux, ça nous permettrait d'effacer et de rester quasiment en isoconsommation, voire faire quelques économies. Et enfin, la dernière diapo, c'est sur l'impact environnemental, en fait, hein. On a converti plus bas. La terre montée, c'était juste... Ouais, voilà. Donc, voilà. Globalement, grâce aux efforts qu'on fait sur les consommations énergétiques, donc au niveau thermique, on sait que l'électricité a un poids carbone moindre que le gaz, que le fioul, etc. Donc, en gros, on arrive à 45% d'économie de tonnes de CO2 sur l'ensemble des opérations qui ont connu une restructuration lourde, partielle ou une construction neuve. Donc voilà, ça aussi, c'est un indicateur qui est intéressant, quoi. Donc, moins 43% au niveau du thermique et moins 45% au niveau de l'impact environnemental qui est vraiment lié, je le répète, aux consommations énergétiques et non pas à la construction en elle-même. Donc voilà, là, vous avez un peu une répartition, hein, de nos consommations entre 2010 et 2022. On voit qu'en 2022, on commence à avoir un petit peu de vert, un petit peu d'orange. En fait, c'est le recours aux énergies renouvelables qui sont les réseaux de chaleur et les pellets en substitution du gaz finalement. Et on voit bien que nos consommations, c'est à peu près une part de 80-20 entre le gaz et l'électricité. Voilà. Et je crois que c'était ma dernière diapo, il me semble. Merci effectivement, beaucoup. Pardon, allez-y, allez-y. effectivement, c'était la dernière diapo. J'en profite pour remercier Olivier et Loïc de nous avoir fait part de ces éléments. Non, je voulais simplement même moi mettre un dernier point. Ça concernait donc nous ce qu'on avait les grandes lignes de ce qu'on voulait faire passer comme la recette pour réussir ces objectifs. Bien sûr, comme vous l'avez dit, des moyens humains de qualité, fédérer les équipes parce que c'est vrai que c'est un objectif global pour pouvoir aller sur de la rénovation énergétique. Donc, c'est quand même quelque chose où tout le monde doit œuvrer au quotidien. Les documents cadres valides. Donc, ça, je remercie également le travail qui avait été fait avant moi, mon arrivée. C'est notamment le travail sur tous les référentiels. Une PPI adaptée et ambitieuse, c'est ce qu'on a la chance de pouvoir utiliser au niveau du département. Un déploiement avec tous les acteurs, même si ce n'est pas forcément difficile. Enfin, à titre d'exemple, même si ce n'est pas difficile, le travail des fois avec des organes comme les collèges qui ont une gestion décentralisée et propre est des fois un peu compliquée. Et puis des projets ambitieux, mais pas que dans le bâtiment, c'est-à-dire réinterroger les usages et les fonctionnements, et innovants, parce que je pense qu'on se doit au quotidien d'essayer pour motiver nos équipes, et là c'est un fort volet de management, d'être innovant sur nos projets. Voilà, quelques mots pour terminer, pour faire une synthèse. Mille merci. À vous trois, ça a été extrêmement intéressant et très clair. Preuve, franchement, je ne pense pas que les gens y dorment, je pense que c'était très clair. Il y a une question de Michel Hubert. Avez-vous déjà des retours d'expérience en matière de végétalisation des toitures? Nouvelle obligation réglementaire de la loi APER? Alors, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de retours d'expérience par rapport à, et on n'a pas engagé de
de rétex sur ce sujet-là. C'est quelque chose que voilà, on n'a encore pas trop développé. On a quelques toitures végétalisées, mais on n'est pas encore dans des sujets assez ambitieux pour qu'on puisse avoir un retour d'expérience qui soit comment dire, qui nous permette de pouvoir dire si oui ou non c'est efficace. On sait simplement que ça nous permet de faire de l'absorption d'eau pluviale. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. De toute façon, on est obligé de. Enfin, on ne rejette aucune énergie à l'extérieur, aucune eau à l'extérieur. On est uniquement sur de l'infiltration à la parcelle. Merci. Du coup, si vous n'avez pas de retour, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les fuites? Ah, Loïc. Ouais, en fait, Joël Rare, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore avec nous? Non, on n'a pas. Effectivement, les toitures végétalisées qu'on a mis en place, c'est relativement récent. On en a sur quelques collèges, quelques bâtiments. Et bon, vu que c'est récent, effectivement, il n'y a pas de. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Enfin, Olivier, tu me diras si je me trompe, mais de mémoire, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là pour l'instant. Ok, parce qu'on a. Sur le retour d'expérience, on en a quand même, alors pas sur les toitures, mais on parlait de centrales d'air, de produits innovants, d'installations techniques plus ou moins complexes. On se rend compte quand même qu'à la livraison, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton pour que ça fonctionne quand même. Il y a une petite période, une grosse année quand même pour se mettre, pour bien programmer les choses, pour vérifier que ce que l'entreprise a fait, c'est bien fait, que ce qui a été dimensionné par le bureau d'études est bien dimensionné. Enfin, voilà, il y a une période quand même où il faut qu'on teste, qu'on s'adapte, qu'on vérifie, qu'on reprogramme et le travail entre l'exploitant et l'installateur n'est pas simple dans la première année, on va dire quand même, pour être totalement objectif et juste sur les choses. Et puis autre point sur l'innovant, sur les produits, les produits innovants tels paille, etc. C'est pas simple non plus avec les contrôleurs techniques. On parlait du volet réglementaire. On a suivi 2 projets bois-paille. Il a fallu s'adapter aussi et avoir aussi un contrôleur technique qui aille dans l'autre sens. D'ailleurs, dans le recrutement de cet acteur, du contrôleur, on cherche à avoir quelqu'un qui est aussi dans notre mouvance et qui est aidant et pas bloquant, on va dire. Vous pointez quelque chose de très important. Et ça participe à la réussite du projet parce que sinon, ça peut être vite un frein, voire un très gros frein. Complètement, très, très, très bien. Ouais. J'ai une question. Les référentiels, sont-ils des documents internes ou sont-ils intégrés au programme et destinés aussi aux architectes et aux BET? Alors, c'est un document qui a été fait en interne avec l'assistance d'un AMO, mais oui, c'est donné quand on fait un concours d'architecture, effectivement, ça fait partie des éléments qu'on donne avec le programme. C'est-à-dire que le programme qui est établi par le programmiste, son socle, c'est le référentiel. Et le référentiel est donné aux équipes de maîtrise d'œuvre. C'est un petit peu c'est le CCAG à compléter par un CCAP, en fait, si je veux faire un parallélisme. Ok. Je pense derrière la question est aussi la question, est-ce que vous êtes prêt à partager? Parce qu'en fait, il y a plusieurs qui font des référentiels dans ceux qu'on a eu déjà et d'autres qui sont en plus à la recherche des infos. Il y a peut-être Michel, si tu es encore, je pense que tu es encore avec nous, il y a le club des, j'ai un blanc, comment ça s'appelle? Aurélie, chez toi, Léonat, organise un club des Oui, le réseau régional performance des bâtiments publics. Merci, Michel. Exactement. Est-ce que dans ce cadre-là, ça pourrait se partager? Est-ce que c'est un intérêt de beaucoup de monde dans la salle? Est-ce que vous êtes prêt à partager? Oui, voilà. Laurent?
Ouais, alors, la réponse est difficile. Effectivement, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra le partager, j'ai pas de souci. Aujourd'hui, il a été validé par nos instances, donc il est forcément, il est consultable donc, dans les documents administratifs du département. Voilà, c'est sûr que c'est un investissement qui a été fait, qui est lourd, qui a été payant, hein, puisque c'est quelque chose qui a nécessité du travail et des actions d'un programmiste. Mais oui, en tous les cas, nous, à toute personne qui nous le demande, il n'y a aucun problème pour qu'on échange avec elle et qu'on lui transmette tout ou partie du document. Mais de toute façon, je pense que ce n'est pas pour faire du copier-coller, c'est pour discuter aussi, pour voir entre les différents référentiels qui existent. Je sais que la CEA a des référentiels aussi. Je ne sais pas s'il y avait déjà un échange. À un moment, il y avait question que vous deux échangez des choses. Je ne sais pas si ça s'est été fait. Je sais que la région a des référentiels. Du coup, c'est peut-être intéressant de regarder qui fait quoi là-dessus. Est-ce que ça intéresse? En fait, je le mets dans l'espace là. Je laisse la question. On n'a pas besoin de la répondre aujourd'hui. On a encore d'autres moments là de cette ligne de conférence et on verra si c'est un intérêt global et si peut-être dans le cadre, Michel, de votre club, ça pourrait se faire qu'on discute des cahiers de charges. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé de CCTP type. Vous avez pour toutes les lots des CCTP, CCT type et jusqu'à où ça va? J'étais là, waouh, yes! Non. Bon, alors, non, on n'a pas de CCTP type, hein, puisque bien souvent, c'est nos équipes de maîtrise d'œuvre qui nous produisent les documents et qui s'adaptent à chaque, et on le sait bien, mais aussi bien sur les référentiels. Le référentiel qu'on a pour le département de Meurthe-et-Moselle est fait aussi en fonction des utilisateurs. Après, il peut dépendre aussi de chaque lieu, de chaque département, de chaque région. Voilà, il y a aussi ces adaptations-là, comme le CCTP, et on le sait tous, chaque projet est unique. Donc, chaque CCTP, chaque document technique, on ne peut pas avoir des documents qui rentrent, qui soient précis et qui soient propres, qui soient communs à toutes les opérations. Voilà, mais bon, on remet à chaque fois l'exercice et on fait à chaque fois l'exercice et donc ce qui produit des CCTP neufs à chaque fois. Merci beaucoup. Il y a... Oui. Yacine dit très bien que pour le réemploi, on a réalisé un modèle de référentiel de CCTP pour l'économie circulaire. Avec l'Eurométropole, on a travaillé avec un groupe de travail sur ça. Pour ceux dans la salle qui veulent faire du réemploi, vous pourrez regarder ça, c'est sur ce drive-là, pour regarder comment vous pourrez vous inspirer là-dessus. Est-ce qu'il y a... Je pense qu'il n'y a plus de questions. Sur le réemploi, on a comme une expérience heureuse aussi, hein, il ne faut pas tout noircir. On a aussi du réemploi sur le mobilier. Loïc parlait du dernier collège sur Nancy où un travail a été fait avec une association pour remettre à niveau le mobilier de l'ancien collège, le restaurer, table, chaises, armoires, et le réintégrer dans un projet neuf. Et il trouve parfaitement sa place. Donc, voilà, on ne fait pas rien non plus en réemploi. Moi, je vous connais pour ça aussi. D'ailleurs, vu que j'ai une espionne chez vous, qui est Marina Gaspard, mon ancien collègue ici en Virobat. Et l'histoire du réemploi de mobilier est très intéressante pour la qualité de l'air intérieur. Je me souviens des mesures qui ont été faites avec l'Atmo Grand Est sur la qualité de l'air intérieur et vous êtes tous touchés par le décret maintenant. C'est extrêmement intéressant de réutiliser le vieux mobilier parce que c'est ça qui dégage beaucoup aussi de COV. Du coup, c'est super pour ça aussi. C'est doublement bien. Vous faites beaucoup de mesures pour le décret QAI? Oui, alors on va engager les mesures, effectivement. On va aller même un peu plus loin que la partie réglementaire. On va faire du systématique et de la formation dans tous les collèges. Donc là, on est en train de finaliser un marché à bon de commande pour pouvoir engager dans tous les collèges
et dans tous les bâtiments qui sont nécessaires par rapport à la réglementation pour faire une mesure de qualité de l'air, mais également former les utilisateurs sur les consignes de renouvellement et de vérification qui doivent être faites annuellement. Ok, super. Merci beaucoup. Je crois que je vois plus de questions. Parfait. Super. 1000 merci. Ça a été extrêmement intéressant. Et bravo. Et bravo. Et merci à notre public. Merci. Très bien, merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.